Et donc à ce stade, ce que j'essaie de faire, c'est de chercher à voir s'il y a un actif qui est devenu si bon marché qu'il est temps de vraiment le regarder attentivement et d'en acheter. Quand Ethereum descendra en dessous de 1800 $, j'en achèterai un peu. Si Bitcoin redescend à moins de 28 000 $, j'en rachèterai un peu. Les NFT ne sont que des objets de collection. Ce sont des objets de collection digitaux. Si vous allez au musée du Louvre à Paris et que vous regardez la Joconde, 99% des gens vous diront que ce n'est juste qu'un dessin d'une jeune femme. Ok ? C'est un tableau qui existe depuis des siècles et ce sont les gens qui ont décidé de lui accorder de la valeur. Et les 1% restants vont vous dire que c'est l'une des plus belles œuvres d'art qu'ils n'ont jamais vues de leur vie. Les NFT, c'est exactement la même chose. Ce sont juste des objets de collection qui ont la particularité d'être digitaux. Et les avantages qu'ils ont à être digitaux sont nombreux. Premièrement, vous ne pouvez pas les abîmer. Si vous avez une carte de baseball ou si vous avez un poster ou si vous avez une œuvre d'art d'Andy Warhol, il y a toujours une chance que quelque chose se passe mal. Il y a cette célèbre histoire à propos de l'entrepreneur Steve Wynn. Il avait une œuvre d'art d'une valeur de 130 millions de dollars qu'il était sur le point de vendre et il a trébuché et a fait un gros trou dans le tableau. Donc avec les œuvres physiques, il y a toujours un risque. Avec les NFT, c'est digital, donc il n'y a pas ce type de risque. Il n'y a pas de risque quand vous le vendez, il n'y a pas de risque quand vous le transférez, vous pouvez le transférer immédiatement, donc si vous créez un NFT ou que j'en crée un, et que vous souhaitez l'acheter, la transaction prend à peine quelques secondes à se réaliser. Donc il n'y a pas de risque de transfert et en plus vous n'avez pas à contrôler l'originalité de l'œuvre. En fait, on pourrait passer en revue pendant des heures les avantages qu'ont les NFT sur les œuvres physiques, mais pour être honnête, tout se résume toujours à la demande. Vous savez, dans le monde de l'art, la beauté est dans les yeux de celui qui regarde. La valeur est dans les yeux de celui qui achète. La demande est dans les yeux de l'acheteur. Donc si vous pouvez créer un NFT qui répond à une demande, alors il aura de la valeur. Mais 99% des NFT qui sont créés, tout comme 99% des œuvres d'art physiques, ou comme 99% des musiques, ou 99% des personnes qui disent « si vous n'achetez pas mes produits, vous loupez l'opportunité de votre vie », tout ça, ça n'a aucune valeur. Mais pour les 1% qui peuvent faire quelque chose de vraiment spécial, alors il y a un réel marché pour cela. Et c'est à ce moment-là que les NFT tirent leur avantage. Il y a beaucoup de similitudes entre le marché des crypto-monnaies et le marché des actions. Il y a un truc que je dis tout le temps, c'est que tout le monde est un génie quand le marché est haussier. Lorsque le marché est haussier, tout le monde vous dira quelles actions ils achètent. Mais quand le marché baisse, alors là, tout le monde devient tout à coup beaucoup plus silencieux. C'est exactement la même chose avec les crypto-monnaies. Quand Ethereum ou Bitcoin ou certaines autres cryptos augmentent, tout le monde vous dit à quel point ils sont intelligents. Mais quand les cryptos baissent, tout le monde fait profil bas. La réalité, c'est que vous devez rechercher l'utilité et la valeur de tous les investissements que vous faites. Vous devez vous demander pourquoi les gens achètent du Bitcoin. En réalité, le Bitcoin, tout comme les NFT sont des versions numériques des œuvres d'art, eh bien le Bitcoin est la version numérique de l'or. Les gens disent que l'or a une réelle valeur parce qu'on s'en sert pour faire des bijoux, mais personne n'a besoin de bijoux en or. Les gens aiment les bijoux en or simplement parce que ça les fait se sentir importants. Il y a beaucoup de raisons d'aimer l'or, mais si les bijoux en or disparaissent de la surface du globe, le monde ne changera pas pour autant. L'or a de la valeur uniquement parce que les gens lui attribuent de la valeur. Et c'est ce type d'investissement qu'on appelle une réserve de valeur. En réalité, l'or agit un peu comme les matières premières en termes de réserve de valeur. Le Bitcoin fonctionne de la même façon, c'est juste qu'il est numérique et qu'il est structuré par un algorithme qui dicte combien il y en a. Donc il possède un facteur de rareté. Vous ne pouvez pas en créer à l'infini. Et à cause de cela, et parce qu'il est facile à transférer, parce qu'il est facile quand vous avez du Bitcoin de l'utiliser pour des paiements internationaux entre différents pays. Donc oui, il a une certaine utilité. Mais la plupart des gens achètent du Bitcoin et possèdent du Bitcoin parce que d'autres personnes possèdent du Bitcoin. C'est la même chose avec l'or. Vous savez, les gens racontent beaucoup de conneries. Le Bitcoin est un bouclier contre l'inflation, l'or est un bouclier contre l'inflation. Non, c'est faux. C'est faux. Nous avons eu beaucoup d'inflation en 2022 et le Bitcoin n'a pas pris de valeur. Nous avons eu beaucoup d'inflation en 2022 et l'or n'a pas pris de valeur. Ils sont plus ou moins restés au même niveau de prix. Et donc vous devez comprendre que si vous achetez du Bitcoin, c'est une valeur de réserve. Et comme toute autre valeur de réserve, que ce soit l'or ou d'autres actifs, le prix est basé sur l'offre et la demande. Lorsqu'il y a plus de vendeurs que d'acheteurs, le prix diminue.
Quand il y a plus d'acheteurs que de vendeurs, le prix augmente. Et encore une fois, ce n'est pas très différent du marché boursier. Par exemple, les actions dans le domaine technologique ont eu des performances bien pires que le Bitcoin et l'Ethereum. Pour l'Ethereum, en réalité, c'est un peu différent. L'Ethereum, en réalité, a un certain niveau d'utilité, que vous pouvez utiliser concrètement pour réaliser des transactions. La plupart des NFT sont achetés et vendus sur la blockchain Ethereum. Donc avant d'acheter un NFT pour 100 Ethereum, vous devez préalablement avoir 100 Ethereum. Et donc plus il y a de la demande pour des NFT ou des cryptos basés sur la blockchain Ethereum, et plus le jeton Ethereum prend de la valeur. Et donc lorsque je veux investir sur une crypto, c'est la première question que je me pose. Quelle est son utilité principale? Quelle valeur apporte-t-elle? C'est pour ça que je possède plus d'Ethereum que de Bitcoin. Tous les jetons crypto ou les actions contiennent un certain niveau de spéculateurs. Les gens qui ne sont pas des investisseurs long terme, ils veulent juste en acheter parce qu'ils pensent que la valeur va augmenter. Et donc quand un marché perd ses spéculateurs, et on en perd pas mal en ce moment parce que les taux d'intérêt sont hauts. Parce que si vous avez le choix d'investir ou de mettre votre argent durement gagné à la banque à 0,1% d'intérêt, vous prendrez probablement le risque de spéculer davantage. Mais c'est comme ça que ça se passe, et donc à ce stade, ce que j'essaie de faire, c'est de chercher à voir s'il y a un actif qui est devenu si bon marché qu'il est temps de vraiment le regarder attentivement et d'en acheter. Quand Ethereum descendra en dessous de 1800 $, j'en achèterai un peu. Si Bitcoin redescend à moins de 28 000 $, j'en rachèterai un peu. Parce que c'est très difficile de prédire jusqu'où une crypto peut descendre, donc je ne fais jamais de all-in. N'investissez jamais dans quelque chose parce que quelqu'un vous dit que c'est cool, ou que c'est un domaine qui va prendre de la valeur, et que c'est le prochain gros truc à ne pas louper. Ça ne fonctionne jamais. Investissez parce que vous avez une raison fondamentale de le faire. À l'époque où Starbucks commençait tout juste, les gens me disaient « Achète des actions Starbucks » et moi j'étais genre « Pourquoi ?» Et ils me répondaient « Parce que tout le monde va chez Starbucks pour acheter son café. » Ça c'est une bonne raison pour investir dans les actions d'une entreprise. C'est la même chose avec les crypto-monnaies. Le plus important, ce n'est pas que tout le monde achète une crypto, c'est qu'elle soit utilisée pour quelque chose qui crée de la valeur. Comme moi par exemple, j'ai investi dans un jeton crypto qui permet d'acheter des crédits carbone, que vous pouvez utiliser par la suite pour votre entreprise. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'il y avait une utilité. Parce que je peux dire que je compense mon empreinte carbone en achetant des jetons et en les brûlant, et cela crée de la valeur. La mauvaise nouvelle, c'est que le jeton a baissé de près de 99%. Parce que très peu de personnes font comme moi. Même si dans ce cas particulier, cela a servi le véritable objectif en me permettant de brûler des crédits carbone et compenser mon empreinte carbone. Mais bien trop peu de gens font comme moi, donc la valeur continue de baisser. Mais je n'en ai vendu aucun, parce que je pense que si je le fais, c'est un gros risque à prendre et les chances sont contre moi, ok. Mais si la tendance change et que les gens commencent à se dire « L'environnement est important pour moi et je veux compenser les 20 tonnes de carbone que je crée par an. » C'est, je pense, l'un des moyens les plus simples de le faire. Donc quand les gens seront plus confiants et plus à l'aise avec les cryptos, acheter cette crypto-monnaie pour genre 5 $ sera un moyen simple et accessible de compenser son bilan carbone. Donc ça, c'est un bon exemple de ce qu'est l'utilité d'une crypto.